Le temps que vous terminiez de vous installer, je vais rapidement introduire cette table ronde. On a un peu de retard. Alors, d'abord, ils sont indisciplinés. Hein. C'est parce qu'ils sont nombreux. Voilà. Ah, ça c'est bon. Il suffit que tu aies murmuré, ils sont indisciplinés. Voilà. C'est une bonne... Alors, je le redis, on est ravis de tous vous accueillir et ravis d'accueillir les participants à cette table ronde que je vais présenter dans un instant. Je dois dire que dans le business, on parle souvent on parle de early adopters. Vous savez, les premiers, les pionniers qui adoptent une innovation, une nouvelle pratique, et ce sont nos early adopters. Puisque lorsqu'on est allé voir l'ADEME, donc représentée ici par son président, Arnaud Leroy, la région avec Philippe Vasseur pour la mission Rêve 3, président de la mission Rêve 3, et Guillaume Delbar qui est à la fois vice-président à la région et maire de Roubaix, et la MEL ici représentée par Christiane Bouchard, vice-présidente. Eh bien, quand on leur a dit on a envie de réunir les acteurs autour de la manière dont on peut promouvoir l'économie circulaire dans la filière mode et habillement dans la région, eh bien, ils ont dit oui. Ils ont dit que ça les intéressait et ils ont dit que ça s'inscrivait aussi dans leur vision d'avenir. Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors avant de leur donner la parole, je vais dire deux mots. Simplement dire que, rebondir un peu sur la table ronde précédente. Évidemment, on peut faire l'histoire de ce qui s'est passé ces dernières années dans les mutations de l'industrie de la mode de différentes manières. Je reviens juste sur la période des 10 dernières années qui porte en elle une forme de paradoxe puisque en 10 ans, la production mondiale a doublé. Et paradoxalement, en même moment, le marché français connaît des difficultés. En même temps que cette production mondiale double, vous l'imaginez bien, les choix faits en termes de matières issues de la pétrochimie, les choix faits en termes de localisation de la production et de l'éloignement entre le producteur et le lieu de production et de consommation, etc., entraînent les impacts dont on vous a parlé à la table ronde précédente également, sur le dérèglement climatique, sur l'eau, sur tous les aspects, les ressources naturelles, etc. Et donc, c'est ce paradoxe-là que nous avons à traiter. Donc, le marché, Clarisse Ray l'a rappelé, connaît des difficultés, saturé, les nouvelles attentes consommateurs, une nouvelle conscience écologique. Il se passe énormément de choses. Et ici, ce que nous avons voulu faire, nous, c'est anticiper. Anticiper le monde qui vient. Et qui mieux qu'à Roubaix, qui a connu justement ces mutations brutales de l'industrie, avec l'effondrement d'une partie de l'industrie de la fabrication, nous pouvions avoir, je dirais, chevillé au corps cette nécessité d'anticiper ce monde qui vient. Alors, Laetitia Vasseur disait avoir un coup d'avance, je suis tout à fait d'accord. Quand on parle d'effondrement dans la région, on parle en 50 ans, divisé par 20 le nombre d'emplois consacrés à la fabrication. C'est vraiment des mutations qui marquent un territoire. Et au moment où, au niveau international, il y a quelques années, un scénario de la Fondation Ellen MacArthur est venu expliquer comment l'économie circulaire pouvait être un vrai vecteur de changement et de construction de l'avenir de la mode. Au moment où, il y a quelques jours, se réunissaient au sommet de Copenhague les grands patrons de l'industrie de la mode, des journalistes, avec une mission confiée à François-Henri Pinault pour la mode durable, au moment aussi où, au niveau national, se prépare la loi sur l'économie circulaire, et au moment où, au niveau territorial, au niveau régional, on intègre dans l'économie circulaire dans les plans Rêve 3, au niveau de la métropole européenne de Lille, on intègre dans le plan climat et énergie des enjeux liés à l'économie circulaire et au niveau local, le zéro déchet. La question que nous nous posons, c'est quelle est votre vision ? Quelle est la vision des institutions sur l'économie circulaire dans la mode et sur la mode circulaire? Quelles actions pour accompagner et pour anticiper ces mutations de la filière et comment changer d'échelle? Ça fait un vaste programme. Comme on n'a pas de temps, je vous ai posé toutes les questions d'un coup. Et on va commencer tout de suite par Arnaud Leroy, qui va nous parler de l'action de l'ADEME. Merci, Majdeline. Alors, moi, je pense qu'il y a quelques éléments qui ont été dits dans la première table ronde qui sont vraiment aussi importants dans le contexte.
parce que je ne crois pas qu'on ira contre la demande. On est face à un sujet de consommation. Donc voilà, ça a été dit tout à l'heure par rapport à la liberté, l'espace de liberté constitue aussi le choix vestimentaire, et moi je souscris totalement à ça. Je crois qu'il y a un sujet là qui est important, donc c'est pour nous quelque chose qu'on suit, parce que ça vient totalement, impacter ce qu'on voit, nous, à l'ADEME, qui ne fait pas que de l'économie circulaire, qui fait aussi l'adaptation au changement climatique, de la question énergétique, de la mobilité, de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on est dans la grande famille des changements de comportement. C'est ça dont on parle. Il y a un sujet technique, donc vous reviendrez peut-être sur les fibres qui évoluent. On parle de durabilité, on va aller chercher quelques ressources, en tout cas certains types de déchets pour demain les recycler, soit originaires de l'industrie textile ou autres. On voit sur la question de certains plastiques. Mais la question des changements de comportement, je pense qu'elle est là essentielle. On a vraiment aujourd'hui un panoplie de solutions techniques, et on en parle souvent avec Philippe parce qu'on est partenaire dans REF3. On voit très bien que si on se fie simplement à l'aspect technologique, donc sur lequel on peut avoir une action publique de normalisation, de ci, de ça, d'efficacité, tout ce qu'on veut, globalement, on loupe quelque chose. Donc la question, c'est comment on fait changer les comportements. Et ça, en termes de politique publique, c'est pas simple. Donc c'est travailler sur la demande, donc travailler sur les plus jeunes publics. Donc nous, c'est ce qu'on pousse, par exemple, à travers beaucoup de publications. L'aspect consommation par l'aspect déchets. On a parlé tout à l'heure, nous, ce qu'on voit, et on est l'opérateur historique du déchet en France. On voit le poids de la poubelle des Français, donc le coût pour les Français qui explose, notamment parce qu'on a aussi beaucoup de déchets vestimentaires qui créent des problèmes dans certaines collectivités en termes de traitement, de nouveaux équipements qu'il faut prévoir, d'espaces de stockage. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels certainement les élus locaux reviendront, mais sur lesquels nous, on est alertés. Donc voilà, comment on arrive à organiser tout ça? Donc nous, on travaille sous différents aspects. Il y a l'éco-conception. Donc nous, on est ravis de pouvoir discuter avec des industriels implantés sur le territoire, parce que discuter avec des industriels qui sont soit au Bangladesh, soit en Inde, soit en Chine, au Vietnam ou dans d'autres pays, c'est compliqué, ou en Éthiopie, parce que là, globalement, sur la question de l'éco-conception, même si elle est poussée par certaines marques, on n'a pas du tout la même problématique de capacité de suivre et de voir réellement ce qui est mis en œuvre. La question des labels, sur lesquels vous reviendrez peut-être tout à l'heure. Donc nous, on est le point focal de l'écolabel européen pour la France, donc on mobilise, on essaie de promouvoir cet écolabel. Donc voilà les sujets sur lesquels on travaille, et on suit. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui exposent, qui ont été accompagnées, conseillées par l'ADEME. On essaie de suivre aussi l'émergence, la résurgence d'une filière. Et dernier point, on est aussi en contact sur un sujet tout à l'heure qui a été évoqué, les éco-organismes qui jouent un rôle conséquent sur l'éco-conception, sur la collecte, sur la valorisation. Et là, dans la loi économie circulaire, j'espère, je vous le dis franchement, que la place de l'ADEME sera vraiment renforcée dans l'animation, la régulation, pour qu'on puisse vraiment tirer le bénéfice le plus grand de ces acteurs qui sont importants dans la chaîne de l'économie circulaire. Donc voilà ce qu'on fait en partenariat avec les professionnels, les collectivités, les collectifs et les associations citoyennes, et on va aller de l'avant pour justement promouvoir aussi l'image positive. Je crois que la question du désir, de la beauté, de l'esthétique, elle est consubstantielle au succès de ce pourquoi on se bat tous autour dans cette table ronde aujourd'hui. Donc voilà, donc tout ça qui m'amène à vous dire, comme ça sera dit, qu'en 2020, eh ben moi je serais ravi en tout cas qu'on puisse organiser ensemble les trophées de la mode durable lors de Lille, capitale mondiale du design. Voilà, nous on s'est armés pour ça, si vous me permettez l'expression. On a budgétisé, donc c'est toujours un sujet dans la question et la sphère de l'État. Donc voilà, sachez-le, et j'espère que ça sera un grand succès, et on compte sur ton implication à nos côtés, Majdoline. Merci. Merci. Donc des perspectives d'agir sur les attentes, les consommateurs, des perspectives d'accompagner les innovations et des perspectives aussi de continuer à se rencontrer, de continuer à soutenir les acteurs locaux. Tout de suite, je passe la parole à Philippe Vasseur. Alors, j'ai évoqué dans mes questions, justement, moi, j'étais au début... j'ai assisté à la naissance du plan REF3. Et aujourd'hui, tu présides cette mission. Comment tu vois, justement, cette dynamique autour de la promotion de l'économie circulaire dans la mode, autour de la construction de l'industrie de la mode, de l'économie de la mode dans la région, pour l'avenir, dans le cadre de cette troisième révolution industrielle? Alors, juste un petit rappel. Quand nous avons décidé, il y a maintenant quelques années,
d'accélérer, d'avoir une vision collective sur les mutations de l'économie, on s'est posé justement cette question, comment pouvons-nous faire en sorte que nous travaillions ensemble? Et le petit miracle qui s'est opéré dans cette région, c'est que le président du conseil régional de l'époque, qui était Daniel Percheron, alors au hasard, Daniel Percheron était socialiste, je ne l'étais pas, mais c'est pour bien montrer que ce n'était pas un problème pour nous. Ce qui était important, c'était d'avoir un projet. Et on s'est dit, on va rassembler le monde politique, le monde économique, le monde politique à travers le conseil régional, le monde économique, j'étais à l'époque président de la chambre de commerce de la région, et le maximum d'acteurs doit coopérer autour de cette vision d'une économie plus durable et d'une économie connectée. N'oublions jamais quand même que nous sommes aussi, on vit des révolutions qui sont des révolutions de toute nature, mais aussi des révolutions technologiques. Arnaud l'a évoqué il y a quelques instants, pour nous c'était important. Et donc cette démarche, qui est une démarche collective, qui consiste à mettre ensemble tous les acteurs au service d'un projet, elle s'est prolongée. Il y a eu, comme on dit, une alternance au sein du conseil régional, bon, tu le sais. Le nouveau président du conseil régional a poursuivi l'action de l'ancien, il a même voulu l'amplifier et ils coopèrent, ça leur arrive de se rencontrer pour parler de ce sujet-là. Et nous avons étendu notre démarche au monde académique avec un protocole d'accord qui a été signé par la totalité des universités de la région de Hauts-de-France, par toutes les grandes écoles et les centres de recherche. Et donc je pense que nous avons aujourd'hui cette cohérence qui nous permet de fédérer les acteurs autour d'un projet. Voilà, je voudrais quand même rappeler ça. Alors qu'est-ce qu'on va trouver au sein de cette mutation, de cette troisième révolution industrielle? On va trouver de la transition énergétique et écologique, bon, c'est tout à fait clair là-dessus, mais la transition énergétique, c'est une petite partie. Si on se focalise uniquement là-dessus, à mon avis, on passe à côté de l'essentiel. On va trouver des mutations qui sont des mutations technologiques profondes, avec notamment l'émergence de l'intelligence artificielle, et puis on va trouver de nouveaux modèles économiques qui sont en train d'émerger, dont l'économie circulaire. Je pense que c'est un des premiers problèmes. Alors je mets économie circulaire, économie de la fonctionnalité ensemble. Je crois qu'il faut qu'on ait vraiment cette vision collective. Et comme l'a dit Arnaud, très très bien, bon, l'économie circulaire, il y a différents secteurs qui peuvent être touchés. Les métaux stratégiques, donc qui pour nous sont importants. Le bâtiment, dans lequel on va retrouver aussi de l'économie circulaire, et le secteur du textile habillement. Et on travaille avec l'ADEME, c'est pas un secret, je peux le dire ici. Bon, on est en train de travailler avec l'ADEME sur une étude, enfin, mais c'est un peu plus qu'une étude, une feuille de route justement sur l'économie circulaire dans le domaine du textile habillement. Pour nous, c'est quelque chose qui est important. Il faut partir de l'histoire d'une région, de ce qui existe dans une région. N'oublions pas que nous avons été, et nous restons dans certains domaines, une très très grande région dans ce secteur. À la fois en termes de production, en termes de distribution également. On a encore quelques très belles enseignes qui ont leur siège ici. On a été aussi la capitale de la vente à distance, etc., dans le domaine de la mode. Donc on a, et puis à Lancette, qui est quand même un outil qui est un outil important. On a ici, Roubaix était la capitale même mondiale, je crois, un certain du négoce de la laine. Alors Formy était la capitale mondiale pour le peignage et Roubaix pour le négoce. Donc on ne part pas de rien. Reste maintenant à transformer l'essai. Quand tu as lancé ces Fashion Guide Days l'année dernière pour la première fois, je crois qu'on peut le dire, certains ont regardé ça avec un sourire amusé, bienveillant, mais bon, et puis aujourd'hui, on est obligé de se dire qu'il se passe quelque chose d'important ici. Il va se passer quelque chose d'important également dans le courant de l'année, parce que j'ai bien suivi ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut maintenant qu'on aille dans les entreprises, avec les entreprises, qu'on mette en avant ce qui est important. Je crois à la vertu de l'exemple, montrer, faire tache d'huile en quelque sorte entre les entreprises. Et puis reste le grand point, le point essentiel. Quand on est dans cette logique-là, nous, responsables économiques, politiques, universitaires, etc., c'est bien. Reste à convaincre le consommateur. On ne peut pas réussir toutes les opérations d'économie circulaire si on n'a pas l'adhésion de la population et l'adhésion du consommateur. C'est à mon avis le point le plus délicat. On a beaucoup de mal aujourd'hui à informer. On n'informe plus aujourd'hui comme on informait hier. Il y a les réseaux sociaux, mais il se véhicule beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, le meilleur et le pire. Et c'est à mon avis
le défi que nous avons aujourd'hui devant nous, de parvenir à faire en sorte que le consommateur adhère aussi à cette démarche. Alors, vous avez tous les deux évoqué ce sujet stratégique. Ce qui est aussi stratégique dans ce que tu nous as dit, c'est l'importance de cette feuille de route. C'est vrai que pour les gens qui viennent de loin aussi et qui n'ont pas assisté l'année dernière, la région s'est dotée d'une volonté, aussi au niveau régional, de construire l'économie post-carbone et donc de mobiliser tous les acteurs, comme l'a rappelé Philippe Vasseur, autour de cet enjeu-là. Et nous, notre sujet, c'était d'être parmi ces acteurs et que le textile soit un des piliers aussi de cette troisième révolution industrielle. Et tu nous confirmes encore dans l'avenir que ça va se officiellement, pour nous, alors je termine là, l'économie circulaire est vraiment un domaine très important sur lesquels on mobilise toutes nos forces aujourd'hui. On ne peut pas être les meilleurs partout. Et donc, on a choisi 3 secteurs, dont le secteur du textile. On est ravis. Bon, je pense qu'on peut les applaudir, hein, c'est super. Voilà. C'est super, et je le dis avant de passer la parole à Christiane Bouchard, vice-présidente de l'AMEL, c'est parce que on oublie souvent que la mode, Clarisse Rey le rappelait, emploie en France plus que l'industrie automobile. Et parfois, on a du mal à l'envisager comme un grand enjeu économique, industriel, en termes d'emploi. On parle parfois d'autres secteurs avant celui-là. Et donc, c'est très important aussi que ça fasse partie de la planification menée par les institutions. Alors, Christiane Bouchard, vice-présidente de l'AMEL, au niveau de l'AMEL aussi, on construit l'avenir d'un territoire. Et au travers de cette construction, on s'intéresse aussi aux acteurs économiques, aux consommateurs. Comment la métropole travaille justement sur cette question de l'économie circulaire et du textile? Alors, juste un petit mot de contexte aujourd'hui par rapport, on a cité qu'on était en cadre de révision de notre plan climat. 2 éléments de contexte sur l'importance de la ressource, à la fois de la ressource en eau. Aujourd'hui, on est dans un territoire où l'importance de l'eau est vitale, hein, puisqu'on a le préfet qui a pris un arrêté sécheresse beaucoup plus tôt que les années précédentes, puisque c'est depuis le début du mois d'avril, qu'on est aussi en révision de notre PLU, hein, de notre plan local d'urbanisme, et où on voit que d'ici 10 ans, on pourrait avoir 80 000 mètres cubes d'eau par personne qui serait manquante dans les 10 ans à venir. Donc je voulais déjà redonner cet élément de contexte par rapport, on le sait, à la consommation du secteur de l'habillement, qui est le 3e consommateur mondial de l'eau. 2e élément, c'est sur les matières premières, les matières naturelles. On voit bien aussi aujourd'hui que qu'en ce qui concerne nos émissions de gaz à effet de serre, on a 2,33 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre indirectes par rapport aux émissions directes, ce qui veut dire qu'on consomme aussi beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur du territoire et que c'est un élément extrêmement important puisque on consomme plus que ce que l'on produit localement. Et donc les idées de filières dont on a parlé aussi tout à l'heure, d'aider à la relocalisation d'un certain nombre de filières, me paraît aussi important. On a parlé aussi dans la table ronde précédente de la fast fashion, c'est-à-dire du faire toujours plus vite, toujours plus cher, moins cher, pardon. Ça montre aussi les enjeux, et quelqu'un l'a cité, du lien avec le côté social, du côté économique. Et sachant aussi d'où je parle, je pense que l'économie sociale et solidaire a aussi un certain nombre de réponses, y compris sur ce territoire, qu'elle peut apporter sur l'accompagnement, sur les autres modes de faire économiques et qui croisent bien évidemment aussi les enjeux de l'économie circulaire. Il y a un certain nombre d'appels à projets portés par l'AMEL qui aujourd'hui accompagnent un certain nombre de structures du territoire d'ailleurs roubaisien également, hein, Refab Market pour ne pas le citer, ou Foot Coudre, qui est intéressant aussi parce qu'il allie un certain type de public aussi par rapport à nos territoires et notamment aussi le travail avec les centres sociaux. Et on l'a dit aussi, le travail de formation qui peut être aussi intéressant. Il y a aujourd'hui effectivement un MOOC, un module de formation autour de la fashion future, qui là aussi peut, je pense, apporter un certain nombre d'éléments pour anticiper l'innovation. Alors au niveau de la métropole, on a bien sûr aussi un vrai levier qui est le schéma des achats publics responsables, hein, obligatoire sur les collectivités qui ont plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Donc là aussi, c'est un levier important pour travailler sur
l'aspect de la structuration des filières et sur l'aspect de la relocalisation aussi de l'économie. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur, au niveau des marchés publics de l'AMEL, c'est 450 millions d'euros, c'est 1 milliard si on intègre les concessions. Donc là aussi, vrai levier que la métropole peut utiliser. Et dans notre schéma des achats publics responsables, on a 2 actions qui sont directement liées à l'économie circulaire. Celui de prévenir la production des déchets, là aussi on l'a dit, c'est-à-dire comment on sort de la surconsommation, comment on réutilise aussi un certain nombre de produits. On voit bien aujourd'hui que ce soit sur le recyclage ou le tri, on a encore beaucoup de progrès à pouvoir faire. Et le second, c'est de favoriser l'économie circulaire et l'éco-conception par les achats. Donc là aussi, c'est toute la question de la traçabilité, c'est toute la question d'avoir dans nos marchés publics un certain nombre de critères qui intègrent notamment des prescriptions quant au recyclage ou quant au réemploi. Donc je pense que le rôle de la métropole aussi, il est d'animer, de contribuer à l'animation de l'écosystème avec les différents acteurs, et ça a été dit aussi préalablement, acteurs publics, acteurs privés et citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la construction de notre nouveau plan climat, c'est un véritable enjeu de pouvoir travailler avec les collectivités, avec le monde économique et avec les citoyens. On a d'ailleurs un atelier monté avec l'ensemble du monde économique qui aura lieu le 18 juin avec un atelier sur l'économie circulaire. Donc je vous invite aussi à contribuer, parce que je pense que c'est aussi dans cette manière de faire de façon collective qu'on avancera aussi tous ensemble. Et pour redire un mot aussi sur le côté des citoyens, outre les appels à projets, alors il y a aussi l'appel à projet de l'AMEL Maker qui vient de se terminer et qui là aussi contribue à accompagner dans l'innovation un certain nombre de partenaires. On a aussi l'appel à projet que nous avons initié sur le fait de mettre la transition dans les quartiers. Donc on est bien sur l'accompagnement aussi du changement de comportement des citoyens. Et je pense qu'on sera arrivé à 10% de mobilisation des citoyens de la métropole, on aura gagné ce basculement aussi du changement de comportement. Donc au travers de ces différents modes d'approche, je pense que la volonté de l'AMEL, c'est vraiment de pouvoir accompagner, mettre en évidence, animer cette dimension locale et territoriale, et c'est aussi être dans la cohérence de l'action publique et de l'action privée. On voit bien que si on ne réinterroge pas aussi ce modèle de la surconsommation, on manque aussi à notre devoir, j'ai envie de dire presque, de collectivité, d'être dans la cohérence sur l'ensemble de nos actions. Alors, ce n'est pas facile. On a aussi des marges de progrès à pouvoir coporter. Mais je pense que c'est aussi important d'être dans cette démarche-là. Et puis on accompagne depuis longtemps avec REF3, avec les collectivités et avec l'ADEME, bien évidemment, un certain nombre de démarches aussi du territoire, avec Uptex, avec Team sur la vallée du recyclage, aussi avec Rewin et avec le CETI sur un certain nombre de démarches, et aussi une démarche qui est portée par les tiers-lieux, qui est aussi un nouveau mode de faire aussi, et une nouvelle manière de faire économie ensemble. On a aussi des projets qui ont été labellisés, dont un projet d'ailleurs sur Roubaix dans ce cadre-là. Je pense que c'est important de mailler et d'articuler l'ensemble de ces dynamiques pour faire sens. On a aussi parlé de sens tout à l'heure au niveau du territoire, et je pense que la collectivité a toute sa place aussi à pouvoir apporter dans cette démarche. Je ne parlerai pas de la démarche aussi qui est sur l'économie circulaire des matériaux, mais je pense qu'aussi au niveau de la métropole, sur les aspects de la voirie, on a une vraie volonté aussi à pouvoir intégrer cette démarche-là. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais le citer aussi, parce que là aussi, il y a une révolution, je pense, dans les services pour pouvoir travailler sur l'ensemble de ces dimensions. Merci beaucoup. Merci pour ce panorama, je dirais, rapide, parce qu'on a peu de temps, mais assez complet, qui montre toute l'énergie déployée au travers de tous les leviers, finalement, qui existent au niveau métropolitain pour intégrer ces enjeux de réduction des impacts sur l'environnement, mais aussi ces enjeux de promotion d'une autre économique et l'économie circulaire. Je vais passer la parole tout de suite à Guillaume Delbar, à la fois maire de Roubaix, vice-président de la région. Et justement, je dirais, Philippe Vasseur le rappelait, capitale mondiale du négoce de la laine. On a sur le fronton et dans toute cette ville, dans le fronton de la mairie, et dans toute cette ville, les marqueurs de cette histoire textile. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on l'a chevillé au corps. Comment justement la ville aujourd'hui s'approprie à la fois ce sujet de l'économie circulaire, mais aussi de l'accompagnement des mutations de l'industrie textile et de l'industrie de la mode.
Oui, je pense que, comme ça a été très bien dit par mes prédécesseurs, la logique qu'on doit porter, c'est la conviction qu'on a tous ici, que le modèle actuel du toujours plus de consommation est à bout de souffle. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a poussé, nous, à Roubaix, à ne pas attendre que tout le monde soit d'accord pour être la première ville à se lancer dans le zéro déchet. Et c'est vrai que je mesure bien le chemin parcouru depuis 5 ans, parce que, sans trahir de grands secrets, dans mes premiers échanges avec un de nos collègues à la métropole en charge des déchets, quand j'ai parlé d'économie circulaire, il m'a dit « Guillaume, si tu veux supprimer des déchets, tu vas supprimer des emplois ». Donc comme je pensais à peu près le contraire, j'ai décidé, et on s'est activé très vite avec Alexandre Garcin, qui est mon adjoint en charge du zéro déchet, pour assumer ce rôle de pionnier sans attendre. Et c'est vrai que ça nous a permis très vite d'obtenir des résultats et de donner envie à d'autres. Je pense que c'est le meilleur moyen, plutôt qu'essayer de convaincre en théorie un certain nombre d'acteurs. Et la notion, pour moi, au centre de tout ça, c'est la notion d'écosystème. C'est ce que Philippe décrivait sur Rêve 3, la mobilisation de tous les acteurs, au-delà des différences partisanes, des différents statuts économiques. Et ça a été toujours une force, quelles que soient les époques de la région, d'être capable de mobiliser tous les acteurs et de le faire en bonne intelligence. Et c'est vrai que forcément, vu l'histoire de Roubaix, on a un rôle à jouer là-dessus. Moi, j'en profite pour remercier le président de l'ADEME de sa main tendue sur les trophées pour 2020. Ça, c'est important et on sera, vous le savez, à vos côtés, parce qu'on doit se saisir de cette opportunité de capitale mondiale du design pour faire émerger des projets nouveaux. Et c'est vrai que quand je parle de faire émerger des projets nouveaux, c'est le rôle essentiel de la ville, d'être facilitateur de projets et de faire en sorte que les acteurs qui ont envie d'entreprendre trouvent ici un terreau favorable. Et comme je parle en dernier, beaucoup de choses ont déjà été dites sur les actions de chacun, mais c'est vrai que moi je résume souvent le rôle de la ville en 2 mots, facilitateur et connecteur. Et c'est vrai que sur l'industrie de la mode, on a la particularité d'avoir un nombre inégalé en France pour une ville de 100 000 habitants d'aventures dans la distribution qui sont partis d'ici, le groupe Auchan, qui est parti du quartier des Auchan, plus récemment Camailleux qui fêtait ses 30 ans, Okaidi, j'en cite donc j'en oublie, mais aussi La Redoute qui est un acteur historique qui a réussi sa mutation. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a voulu à la fois développer avec la métropole un cluster e-commerce qui permet de faire émerger à Blanchemaille des projets innovants, et qu'on essaie aussi d'être facilitateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul, quand je disais le chemin parcouru depuis maintenant 5 ans, c'est qu'on voit que dans nos familles zéro déchet, dans les premières familles, il y a beaucoup maintenant de porteurs de projets qui recherchent du sens avec l'économie circulaire. Et cette notion d'écosystème, elle est importante, parce que c'est vrai qu'on voit que le comportement du consommateur a changé, que les gens sont prêts à payer un peu plus. Et je pense que ça doit être un puissant levier de relocalisation. Et c'est vrai qu'on a l'écosystème le plus complet, me semble-t-il, puisqu'on a les universités. On est bien placé ici à Lancette, qui est la plus grande école d'ingénieurs textiles d'Europe. On a le CETI qu'on est en train de faire muter autour des matériaux innovants, en plus en faisant fusionner. Là, je prends une casquette aussi métropole en charge de l'innovation et région qu'on est en train de faire fusionner avec deux pôles de compétitivité qui vont travailler ensemble dans un projet Euramatériaux. Donc je pense que vraiment on est capable, chacun à notre place, de travailler et de faire émerger des modèles nouveaux. On ne fait pas la place, mais on aide les gens qui ont envie de changer avec nous la donne, parce que c'était juste pas acceptable que cette industrie de la mode reste plus longtemps la deuxième industrie la plus polluante. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, comme on a, je pense, dépassé, enfin, on approche la fin de la table ronde, je vous propose de passer la parole à la salle, si ça convient à tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que vient de dire Guillaume Delbarre, Christiane Bouchard et Philippe? Ok. Alors, je propose qu'on passe tout de suite aux questions. Je vois des interventions là-bas. La première question, il y a un élément intéressant. Bon, on en a parlé. Moi, je suis entré par la question vestimentaire et l'industrie textile, donc dont le poids a été souligné.
Et ce que je vois aussi, c'est quand on parle d'économie circulaire, c'est que les flux de vêtements usagés ou non portés ou plus portés peuvent servir à d'autres choses qu'au textile. Notamment un sujet qui est très important et qui rejoint notre sujet aussi qui est social, cette transition sociale juste qu'on cherche tous à promouvoir et mettre en œuvre, sur l'isolation notamment. Et c'est quelque chose que moi je suis content de voir, j'ai vu quelques briques ici, et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on doit vraiment, vraiment pousser, parce que là, c'est la vraie logique aussi de l'économie circulaire, c'est pas simplement une question de secteur, ça irrigue l'ensemble, et ça, c'est des sujets d'écologie industrielle, comme on appelle ça, qui sont très intéressantes. Voilà. Oui, Clodo a applaudi chaleureusement. Oui, Clarisse. Alors merci Arnaud Leroy d'avoir souligné, parce que c'est essentiel, sinon on n'avance pas, le côté séduction, émotion de la mode. Alors, sur les choses à faire, il y a un énorme champ en France qui est sur le recyclage et l'économie circulaire, où là, effectivement, les collectivités locales et l'État peuvent apporter, parce qu'il y a de très gros enjeux techniques, technologiques. Une fois que vous avez un vêtement pour récupérer la fibre, c'est pas simple. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Ensuite, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en dehors de la France. Vous dites, à Roubaix, ça a été divisé par 20 les emplois, on a multiplié par 20 les émissions de CO2 parce que fabriquées en Chine. Donc il y a toute la prise en compte extrêmement délicate, et c'est des sujets qu'il faudra peut-être mieux aborder auprès des européennes, mais des externalités négatives, je veux dire, parce que finalement, c'est quand même beaucoup à l'étranger, parce que c'est fabriqué en Chine, au Bangladesh, en plus dans des conditions absolument, je vais dire, horribles, plus les pesticides, plus, je vais dire, notamment dans tout ce qui est coton. Et là, ça ouvre le champ d'un travail sur des fibres, je vais dire, qui évite tout cela. Mais je vais dire, il y a un côté où la France peut, et effectivement, c'est tout ce qui est recyclage circulaire, où là, il faut y aller, aider des startups, les soutenir pour ces nouveaux modèles économiques. Et puis après, il y a quand même un immense champ où, je veux dire, ça se passe dans des conditions pas terribles à l'étranger, quoi. Merci Clarisse. Est-ce que quelqu'un veut réagir, répondre ? Moi, je suis d'accord. Et bon, moi, c'est pour ça que j'ai voté la loi devoir de vigilance qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit. Quand j'étais député, je suis ravi qu'on ait pu aller au bout de cette démarche, malgré quelques grains de sable par-ci, par-là. Le sujet que vous soulignez, l'empreinte carbone versus les émissions, je pense que c'est la réalité aujourd'hui des débats qu'on doit avoir. Nous, on le porte aujourd'hui à l'ADEME en disant, les amis, si on veut avoir une vraie photographie de la facture carbone dans notre pays, c'est l'empreinte carbone qu'il faut regarder. Donc tout ce qu'on apporte, et on parle des vêtements, mais beaucoup d'autres choses, et le débat qui était tout à l'heure lancé par Guillaume sur la relocalisation, j'espère, en tout cas j'espère fortement, qu'il sera commencé et repris au lendemain du 26 mai prochain pour pouvoir discuter cet élément-là à l'échelle européenne et arriver à une taxe carbone aux frontières. Il faut au moins, alors c'est valable pour les vestimentaires, c'est valable pour une partie des pièces industrielles, l'agroalimentaire est totalement impacté par ça aussi, donc c'est quelque chose que l'on pousse, et plus on sera, et plus les fédérations professionnelles demanderont ça également, parce que pendant très longtemps ça a été quand même un feu rouge, notamment à Bruxelles, dans les institutions, par les fédérations professionnelles. Je pense que c'est important qu'on puisse tous tirer dans le même sens. C'est un sujet extrêmement important. Regardez le bon thermomètre, qui est l'empreinte carbone et pas simplement les émissions. Alors, on va prendre une autre question. Là-bas, monsieur. Oui, bonjour. Thomas Radal. Merci pour les interventions. Je rentre du Bangladesh où j'ai habité pendant 4 ans. Je travaillais dans la production de textiles. Je suis vraiment impressionné de voir tout ce qui est fait en France au niveau des territoires sur le sujet. Je voulais demander une réaction ou un commentaire sur ce que vous avez mentionné en introduction, le fait que M. Pinault, le CEO de Kering, ait été nommé pour un pacte de la mode. Je voulais savoir ce que vous attendez de ça, en plus de tout ce que vous avez l'air de déjà faire. Et je voulais avoir aussi votre réaction sur ce que ça représente, le fait que finalement, ça soit le gouvernement qui ait demandé à une entreprise de encore plus s'impliquer sur le sujet et de mobiliser sur le sujet de la mode. Comment vous le voyez en tant que, justement, représentant de vos institutions ? Merci.
Alors, moi je suis ravi, parce que l'ADEME fait ça depuis 2015. On avait fait un premier défilé lors de la COP21 sur le sujet de la mode durable, tout ça. Donc nous on est ravis qu'il y ait un peu d'amplificateur, et avec comment dire, un ambassadeur qui représente quelques marques plutôt célèbres. Après, je crois que le débat, le sujet de la durabilité des vêtements, il est porté aujourd'hui. Nous, on a beaucoup de discussions avec LVMH ou Kering, avec les directeurs des développements durables. C'est des sujets qui sont portés déjà par ces marques et ces grands groupes. La question, c'est comment on descend, comment on fait pour que Zara, Mango, d'autres s'intéressent à cette question-là, parce que c'est eux qui génèrent des volumes de vêtements énormes, qui polluent. Et ça, on en parle très peu au-delà de la décharge, mais lors des lavages, parce qu'on a des fibres de mauvaise qualité. Et nous, on vient d'être mandaté par le gouvernement pour s'occuper de la pollution plastique en mer. Et quand on discute, on nous explique beaucoup qu'on a plein de sujets qui sont dus à l'activité des machines à laver. Donc on est déjà en train de se projeter, si demain l'Inde, la Chine rattrape notre taux d'équipement machine à laver, on va avoir encore plus de problèmes de pollution des fleuves, des mers et des océans. Donc voilà, ça j'espère que ça sera traité. Et je voudrais pas, c'est mon vrai questionnement, est-ce que François-Henri Pinault sera capable d'embarquer Inditex ou d'autres dans cette démarche-là, parce que pour qu'on puisse toucher le plus grand nombre de personnes. De manière totalement complémentaire à ce qui vient d'être dit, c'est pour ça qu'on a décidé localement de ne pas attendre. Et c'est vrai qu'on est content qu'il y ait des initiatives qui soient prises à un niveau national, mais l'idée c'est quand même de faire en sorte que cet écosystème local puisse fournir des solutions sans attendre. Mais moi je vois quand même, je disais que de chemin parcouru depuis quelques années. Philippe Vasseur l'évoquait en disant le forum des Fashion Green Day au début c'était une idée pionnière. Aujourd'hui plus personne ne se pose la question de la légitimité. Bien au contraire, et la salle bondée et la réussite, j'en profite pour féliciter et remercier les organisateurs, parce que c'est vrai que c'est aussi avec des événements comme ça qu'on fait changer les consciences et que les mentalités évoluent. Donc surtout ne pas attendre quand on est convaincu, même à l'échelle micro, il faut être capable d'initier le mouvement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, je ne vois pas très bien parce qu'il y a un projecteur. N'hésitez pas à vous manifester par la voix. Non? Bon, alors on va aller vers la conclusion. Je dirais, on va vous donner la parole à chacun, ceux qui le souhaitent en tout cas, pour dire un mot de conclusion. Je rebondis du coup sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai, on s'est inspiré de Rêve 3 et de cette alliance inédite entre le monde académique, le monde économique et le monde institutionnel, en se disant qu'ensemble, on pouvait construire un plan d'avenir pour la filière de la région. Parce qu'on avait, et je le redis, cet enjeu crucial d'essayer d'anticiper ce monde qui vient et de saisir finalement ce qui était une nécessité, un impératif moral, réduire les impacts sur l'environnement, de transformer en une opportunité pour construire une industrie de la mode, une industrie de la distribution qui répare la planète. Parce qu'on en est là aujourd'hui, on a parlé des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. On peut parler aussi, on a évoqué les 25% de pesticides qui sont utilisés pour la culture du coton. On peut également parler des 50 milliards l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique qui arrivent dans les océans à cause des fibres, des microfibres qui sont émises lors des lavages des vêtements. Donc on voit l'ampleur des enjeux et on voit la nécessité de changer d'échelle. Donc alliance inédite aussi avec des entreprises, des jeunes créateurs engagés, des entreprises moyennes qui ont créé tout leur business model sur l'éco-responsabilité, des plus grandes entreprises qui aujourd'hui doivent transformer leur modèle. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, pour changer d'échelle, on a besoin de vous. Et je dirais en conclusion, je dirais quelle est votre promesse, votre vision. Alors on en a entendu déjà avec les trophées de la mode circulaire et je pense que comment vous pouvez imaginer la manière dont ce changement d'échelle peut se faire dans cette alliance que nous avons initiée ici à Roubaix. Et on souhaite être, j'ai oublié de le dire, capitale de la mode circulaire ici en France, mais aussi dans ce territoire-là. On pense que ce serait une belle façon de continuer à construire cette histoire du territoire. Bon. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit on a des indicateurs qui sont des indicateurs environnementaux
Il faut y ajouter des indicateurs sociaux. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais même qu'il faut y ajouter des indicateurs économiques. On ne peut pas séparer les choses. On a eu trop tendance, jusqu'à une période relativement récente, à faire d'un côté, il y a le social, d'un côté, il y a l'environnement, d'un côté, il y a l'économie. Tout ça, aujourd'hui, c'est une seule et même chose. Et je voudrais simplement attirer l'attention de ceux qui sont encore sceptiques dans le monde économique. Il y en a, on peut encore en trouver. Est-ce que vous avez une idée du coefficient multiplicateur de la production mondiale? C'est-à-dire l'évolution de ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, au niveau du monde. En un siècle, il a été multiplié par 30, même un peu plus de 30. Et dans les 25 ans qui viennent, il va encore doubler. C'est-à-dire que de 30, on passera à 60. C'est phénoménal. Et indépendamment des questions d'externalités négatives, etc., on sait que le modèle sur lequel on a bâti cette progression, on ne peut plus tenir en termes de ressources, etc., etc. Donc il faut qu'on invente de nouveaux modèles. Les nouveaux modèles, on en parle. Il y a des grands colloques qui ont lieu. Il y a aussi des initiatives comme celle-ci qui est en train de se passer. Et moi, j'ai la faiblesse de croire à l'importance de ce qui se passe au niveau local. Ça peut paraître bizarre, de dire, mais il faut qu'on raisonne national, il faut qu'on raisonne européen, il faut qu'on raisonne mondial. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où on peut agir, commençons par le faire. Et il n'y a pas mieux que d'avoir un territoire dans lequel les acteurs se connaissent, s'interpénètrent, se croisent, etc. C'est ce que nous essayons de faire ici. Ça ne veut pas dire qu'on se replie sur nous-mêmes. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Au contraire, on est dans une logique d'ouverture. Et ce que nous faisons est partagé. On a d'autres régions franciennes qui viennent nous voir. On a beaucoup de délégations étrangères qui viennent voir comment notre système fonctionne. Quelquefois, la réponse qui nous est faite, c'est de « bah oui, ben chez nous, c'est pas possible parce qu'un tel et un tel, ils ne s'entendent pas, et on n'y arrive pas. » Bon. Et sur un territoire comme le nôtre, avec les difficultés qu'on a connues dans cette région, une région qui a été une région, la première région industrielle de France. On est quand même je ne vais pas dire les rois du pétrole, mais on était les rois du charbon. On sait qu'à un moment donné, ça s'arrête, qu'on est en rupture et qu'il faut être capable de rebondir. C'est ce que nous faisons. Le meilleur service que nous puissions rendre, c'est de faire en sorte que ça marche ici, que ça marche chez nous et que l'on montre que ce phénomène est duplicable. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, on peut également le faire ailleurs. Je crois que commençons par réussir là où nous sommes et on fera réussir les autres. Arnaud Leroy. On peut applaudir. Ouais. Alors nous, on va se poser en modeste partenaire de l'opération F3. Non, je pense que... Oui. Ah oui. Non, mais il y a en tout cas, et moi je suis ravi en tout cas de voir autant de jeunes. Alors je ne suis pas beaucoup plus vieux que vous, ça me rassure tout le temps de le dire, mais de facto, il y a quand même un sujet générationnel. Il ne faut pas le nier. Et je pense qu'il faut l'encourager, le porter et voir se retrouver aujourd'hui dans une école. Et pour moi, c'est un symbole très fort. Que des gens qui sont en pleine formation s'intéressent à ces sujets-là. C'est les décideurs de demain, c'est ceux qui vont concevoir les vêtements ou d'autres objets. Donc voilà, moi ce que je constate simplement, c'est que, l'État, malgré parfois des discours, ne peut pas y arriver et ne peut plus y arriver seul. Donc il faut une mobilisation des acteurs privés, qu'on puisse favoriser ceux qui sont en avance, plutôt que pénaliser ceux qui ne veulent pas y aller, c'est favoriser pour qu'on ait une démarche positive. Ça, je crois qu'on embarque beaucoup plus qu'essayer de trouver toujours des punitions, même si on parlait tout à l'heure de la loi économie circulaire. Je pense qu'il va falloir prendre des mesures drastiques. Moi, je milite fortement pour avoir 20-25% de matières recyclées dans les objets dits neufs, parce que sinon, on n'arriverait jamais à avoir des filières. Donc, il faut qu'on passe parfois pour des trucs un petit peu plus, on va dire, consistants en termes d'obligations. Mais surtout, ce qu'on constate, et c'est un petit peu comme ça que moi j'ai essayé d'animer l'ADEME, c'est d'en faire l'agence des transitions, parce qu'on est sur de multiples sujets. Et hier, j'étais dans l'ex-région Picardie, où je rencontrais les gens d'Extractis, qui sont aussi une émanation, partenariat public-privé, où on essaie d'aller de l'avant, trouver des solutions, construire la résilience. Je pense que c'est ça le débat aujourd'hui. Résilience face aux adaptations au changement climatique, aux enjeux économiques, à une guerre économique larvée qui existe et sur lesquelles on bute, et on ne veut pas vraiment mettre le mot de guerre, mais il y a une guerre économique aujourd'hui entre l'Europe, les États-Unis et une grande partie de l'Asie menée par la Chine. Voilà, comment on se protège dans cet écosystème mouvant, on fait valoir nos intérêts et comment on fait face aux défis environnementaux et climatiques. Ça, c'est le sujet pour moi qui est vraiment devant nous, et seul,
on n'y arrivera pas. Enfin, chacun n'y arrivera pas. Le monde privé, les citoyens qui sont aussi en demande d'accompagnement, et on le voit sur le sujet de la transition. Donc voilà, moi ce que je retiens, l'engagement que je prends, je suis encore pour quelques années à l'ADEME, c'est justement d'essayer de favoriser ces éléments de partenariat. Il faut qu'on arrive à travailler, et pour nous ici, c'est comment dire, un très bon laboratoire. Dans d'autres parties du territoire également, chez Jean-François Caron, voir un petit peu ce qui se passe, comment on arrive à emmener les gens, comment on arrive à fabriquer cette résilience, et comment on porte un message optimiste. Je pense que ça, c'est important, et c'est comme ça que je suis venu ce matin au Fashion Green Days. Moi. Je trouve ça super enthousiasmant. C'est une bouffée d'optimisme. Et il faut qu'on continue comme ça, sinon on n'arrivera pas à embarquer. Voilà. Merci. Juste 3 mots. Moi, je crois aussi beaucoup à la notion de territoire, que Philippe Vasseur a rappelé l'importance, effectivement, du local. En ce qui me concerne, c'est aussi, je suis persuadée que c'est à partir des territoires aussi que les choses peuvent se développer, s'initier, être connues. Je crois aussi beaucoup à la notion de co-construction. Ça, c'est un terme que j'emploie depuis plus de 20 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on soit dans des vrais rapports de partenariat sur un plan d'équité et d'égalité avec l'ensemble des parties prenantes du territoire pour accompagner les initiatives. Et c'est en créant des écosystèmes aussi favorables à ce que les initiatives puissent venir s'implanter, qu'elles s'implantent et qu'elles se développent, et qu'on puisse ensuite les soutenir et voir les essaimer sur d'autres territoires. On a aussi de belles expériences qui vont dans ce sens-là, et c'est vraiment le rôle des collectivités d'accompagner ces initiatives, de pouvoir les soutenir et de pouvoir aussi les reconnaître à leur juste place. Et ça, c'est 2 points qui me paraissent importants. Et le 3e, c'est qu'au niveau des indicateurs, à mon avis, le PIB n'est pas le seul indicateur et n'est pas forcément le bon indicateur. Et je pense qu'il y a d'autres indicateurs, et c'est ce que j'ai essayé de dire autour des schémas publics des achats responsables, c'est-à-dire qu'on peut regarder au prisme aussi d'autres indicateurs, notamment les indicateurs de développement humain ou des indicateurs effectivement d'externalité positive, et qu'il faut qu'on ait dans nos collectivités ce type de regard aussi pour avancer. Oui, pour finir, peut-être un petit point de méthode. C'est vrai que moi, je suis frappé depuis 5 ans que dès qu'on veut expérimenter quelque chose, on a une armée de gens qui vous expliquent avant que vous ayez commencé que ça ne va pas marcher. Et c'est vrai que... Et ça me frappe toujours. Et la conséquence que j'en tire, c'est d'avancer avec les gens qui ont envie d'avancer, sans attendre. Tant mieux si les lois nous en donnent la possibilité. Et tant pis, on sera innovant et on trouvera des solutions si ça ne va pas assez vite. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de faire. Et je partage ce que disait Philippe Vasseur en disant c'est pas parce qu'on fait la promotion d'un écosystème local qu'on est fermé sur nous-mêmes. Loin de là, une capacité d'intégration des initiatives venant de partout, une capacité à partager aussi l'expérience. Je pense que la notion d'open source et de partage des expériences, elle est importante. Nous, c'est ce qu'on vit à Roubaix, notamment dans le zéro déchet, où j'ai l'habitude de dire à mon adjoint Alexandre Garcin, qui pourrait quasiment être ambassadeur à temps plein, tellement on reçoit de délégations. Et on voit que c'est toujours dans le cadre d'un échange. Ce n'est pas nous qui venons porter la bonne parole, on partage une expérience et on crée un écosystème plus large. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver, sans attendre, parce que c'est vrai que je partage ce que disait Arnaud, il y a une question générationnelle qui est évidente. Il y a des nouvelles générations qui ne se posent plus la question et pour qui ça fait partie de l'ADN, mais pas que. Et c'est vrai que on continue d'avancer avec tous ceux qui veulent avancer et on se retrouve en 2020, 2021 et on lâche pas les bonnes idées et on fait en sorte en effet que les startups apportent aux grands groupes leur capacité d'innovation et on travaille de manière partenariale. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver et c'est comme ça qu'on est en train de changer les choses progressivement. Merci beaucoup. Merci. Alors, alors j'avais mon maître du temps, j'avais oublié ma montre. Simplement pour vous dire que on va continuer avec une petite pause. Après, il y aura donc le programme va se dérouler, mais je voulais simplement attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que a été évoquée ici la nécessité de produire moins mais mieux, vendre moins mais mieux, et c'est tous les thèmes que nous aborderons. Forum de la mode circulaire, c'est un forum des solutions.
vous trouverez, je dirais, un panorama des solutions, des initiatives, des expériences qui existent aujourd'hui, qui permettent de relever ce défi, d'essayer que la mode soit au service de la réparation de la planète et de la promotion des droits humains. Et puis, on a parlé de la jeunesse, on aura demain après-midi et des territoires. Et demain après-midi, on a un atelier consacré justement à la manière dont ce territoire peut se mobiliser pour faire en sorte d'avoir un plan, une stratégie, un scénario pour promouvoir la mode circulaire et faire en sorte que ça devienne une partie structurante au cœur des business models des grandes entreprises et aussi au cœur des initiatives qui pourront naître sur notre territoire. Donc merci à vous, parce qu'on sait déjà que vous serez à nos côtés pour poursuivre cette initiative et la mise en œuvre de nos actions, puisqu'il est temps d'agir. Il n'y aura pas de « il est temps d'agir 2 ». On va agir dans les mois et les années qui viennent. Et dès ce forum, je pense qu'il faut que chacun puisse prendre date sur des projets, des actions que nous pourrons mener ensemble à vos côtés. Merci beaucoup. Merci. Donc, pause.